Alors, maintenant, j'en viens à mon propos. Je ne sais pas si je serai exhaustif. D'ailleurs, mon propos, c'est de n'être pas exhaustif. Ce sont des choses que vous savez, vous les lisez dans la presse. J'essaye de les rassembler pour, comme j'ai l'habitude de faire dans les éditoriaux de Politique Magazine, pour essayer de faire comprendre, de tirer une leçon politique de ces événements devant lesquels nous nous trouvons depuis maintenant plus d'1 an et qui se multiplient et qui prennent une tournure inquiétante, maintenant véritablement inquiétante. Donc vous vous souvenez de l'élection d'Emmanuel Macron en mai 2017, comment il avait essayé de prendre une stature, je dis bien essayer, de prendre une stature en face de Marine Le Pen, ce qui, d'une certaine manière, lui facilitait la tâche, puisqu'elle correspondait dans l'opinion publique, et à cause de l'opinion publique, et à cause surtout de ceux qui manipulent l'opinion publique, exactement le repoussoir ou le personnage auquel il voulait être confronté pour affirmer, lui, sa stature, précisément. Et sa stature, c'est tout à fait moderne, parce qu'on retrouve ça, on trouve la même chose, pardonnez-moi, dans l'Église. Sa stature consistait au départ essentiellement à se définir comme un homme ouvert. C'était l'ouverture en face de la fermeture. Ce qui est très facile, c'est une dialectique qui est très facile. Tout ce qui s'oppose à vous est fermé. Et donc, vous faites peser un soupçon d'intérêt particulier, d'inintelligence, d'inaptitude sur le mot de fermeture, et vous taxez votre adversaire d'individu fermé, et donc vous êtes fermé si vous tenez à votre patrimoine, vous êtes fermé si vous tenez à la nation, vous êtes fermé si vous tenez à un certain nombre de vérités et de principes. Et donc, lui, il était le jeune homme de l'ouverture. Mais ça n'a pas suffi. L'ouverture lui permettait de dire on reste malheureusement avec le vieux monde dans les vieux clivages, gauche-droite. Eh bien moi, je les surmonte, et je les surmonte avec son fameux « en même temps ». Je les surmonte parce que, en même temps, je suis capable de comprendre les désirs des Français qu'on qualifie de droite et les désirs des Français qu'on qualifie de gauche, et je suis capable surtout de comprendre comment on peut orienter dans une dynamique nouvelle les bonnes volontés au service du pays. Un an après, sa cote de popularité est tombée parce qu'il a déçu et parce que sa campagne ni gauche ni droite n'a pas abouti à la révolution du nouveau monde qu'il prétendait apporter. Et son fameux « en même temps » se révèle sur beaucoup de sujets comme extrêmement, quelque chose qui freine toute possibilité. Sa fameuse réforme du Code du travail, par exemple, c'est 4 fois rien. Quand on y regarde de près, c'est même quelquefois des complications de plus, parce qu'à chaque fois que vous faites une réforme, il faut faire des textes, et des textes, ça veut dire qu'il faut que l'administration soit mise au courant, donc il faut l'informer, etc. On n'en sort pas. Et pour s'en sortir, parce qu'il sent très bien que les choses lui échappent, que les différentes réformes qu'il a opérées n'aboutissent pas, il est au milieu du gué. Par exemple, les réformes fiscales, il a supprimé la taxe d'habitation, les maires ne savent pas comment ils vont arriver à assurer leur budget, les dotations de l'État vont elles-mêmes être restreintes, donc on ne voit pas, il est à mi-chemin, on ne voit pas comment on va sortir de ce fameux gué où il s'est jeté en disant « ça n'a pas d'importance parce que moi j'ai des grands projets, j'ai un ensemble de vues et il faut attendre que je les ai réalisés et vous verrez dans 1 an, dans 2 ans. » Bon, il y a déjà 1 an d'écoulé, on ne voit pas. Et du coup, il est en train de créer de façon nationale, mais surtout internationale, une sorte de nouveau clivage. Lui qui voulait absolument sortir des clivages anciens, du monde ancien, il est en train de créer un nouveau clivage, et qui est encore beaucoup plus violent,
parce qu'il lui donne à ce clivage un caractère extrêmement violent. Il reprochait à Sarkozy sa manière de cliver, mais là, on est devant un homme qui se définit maintenant comme progressiste. Donc il y a d'un côté le progressisme, et en face, qu'y a-t-il? Alors dans son esprit, il y a les conservateurs. Dans un premier temps, il y a 6 mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était dans la presse, ça se lisait, c'était dans sa communication, il y avait les conservateurs de droite et les conservateurs de gauche. C'était tous ceux qui tenaient au vieux système des partis, qui ne voulaient pas de la réforme constitutionnelle, puisque c'était sa grande idée, et ce l'est encore, qui ne voulaient pas de sa réforme constitutionnelle, parce que ça entraînerait évidemment une modification des structures politiques du pays. Et il était donc dans cette nouvelle contradiction qui pour lui le servait. Il était l'homme de progrès, il était le progressiste, et là il n'hésitait pas à employer le mot en isme. Je suis l'homme du progressisme, et en face il y a les conservateurs, et les conservateurs c'est les hommes de gauche qui continuent à vivre sur la lutte des classes, qui continuent à vivre sur les vieux mythes syndicalistes, et puis les conservateurs de droite, qui veulent évidemment rester avec les vieilles notions de patrimoine, de pays, de nation, de famille. Et pour lui, c'était une nouvelle manière d'essayer de rebondir, car en réalité, il ne rebondissait pas. Et aujourd'hui, on en est là. Avec cette notion de progrès qui fait penser, l'autre jour, je relisais quelques pages de Bouvard et Pécuchet, de Flaubert. Quand on écoute du Macron, on a l'impression d'écouter les discours qui se tenaient déjà à cette époque et qui se sont terminés, comme vous le savez, à la fin de Bouvard et Pécuchet, Napoléon III, le prince Napoléon, le prince président, ramasse la mise, après les inutiles discours de tous ces messieurs de province qui sont là, chacun à être qui socialiste, qui fouriériste, qui saint-simonien, qui progressiste, qui libéral, qui... Et Macron, il a essayé, exactement comme Sarkozy d'ailleurs, et comme tous, on peut dire, comme De Gaulle, tout à fait à l'origine, de ramasser la mise de cette façon-là en disant, bon, on arrête toutes ces discussions inutiles, sauf que, maintenant, il reprend le même mythe, ce mythe du progrès. Alors, le progrès, bon, c'est pas à vous que je vais faire un cours sur le progrès, mais relisez Bouvard et Pécuchet, le progrès, dit à un moment Bouvard, tout ça, c'est, comment dit-il, une expression très amusante. Le progrès, tout ça, c'est rien du tout. En fait, c'est des notions avec lesquelles on se fait avoir. Voilà. Et c'est exactement ça. Et surtout, à l'heure actuelle, le mot de progrès a pris une consonance très importante avec les lois sociétales. Et en plus... tout le monde a bien compris que cette notion de progrès est totalement fausse. Il est inutile de vous renvoyer à des auteurs que vous avez lus, que ce soit Muret, que ce soit Michéa. Michéa a très bien expliqué cette dialectique du progrès que l'on nous ressort dans tous les milieux politiques, mais aussi bien ecclésiastiques aujourd'hui, où on vous explique qu'il faut progresser. Alors, avec cette idée évidemment totalement saugrenue que ce qui était avant était forcément pire que ce qui va suivre. Donc, puisque ce qui va suivre sera mieux que ce qui a été avant, systématiquement, on est pour le progrès. Et une fois que vous avez créé cette dialectique, évidemment, intellectuellement, vous êtes sûr de gagner. Et c'est vrai que cette dialectique l'a emporté, on peut dire, dans les médias. Zemmour aussi et Onfray se sont bien moqués de ces notions de progrès. C'est tellement facile de créer cette dialectique du progressisme et du conservatisme. Et alors, bien sûr, du coup, il est l'homme moderne. Et c'est pour ça qu'on ne le comprend pas. Parce qu'il est trop moderne. Et je lisais un article dans le Figaro de ce matin où on faisait une sorte d'analyse sociologique des électeurs et des nouveaux hommes et femmes politiques de la République En Marche. Et on montre comment ce sont des garçons et des filles qui sont plutôt bien diplômés,
qui sont plutôt bien payés, qui n'ont pas de difficultés de famille, qui n'ont pas de difficultés de fin de mois, et qui peuvent se permettre de faire de la politique, mais qui la font de manière totalement utopique. Et ils sont tous évidemment pour l'Europe. Tous pour l'Europe. Ce sont des cadres supérieurs. Ils ont appris ça, exactement comme Macron. Ils ont appris ça sur leur banc d'école et puis ensuite dans les universités. Et on leur a fait la leçon sur l'Europe. Donc ils sont européens. Et la France ne peut plus vivre par elle-même. C'est impossible. Il ne peut y avoir de plan que si on se place au niveau au-dessus. Alors, on se trouve aujourd'hui maintenant avec une sorte de double contradiction. Nous assistons à une double contradiction qui frappe Macron et qu'il commence à subir, mais peut-être on ne s'en rendra pas vraiment compte. La première de toutes les contradictions, c'est qu'il élève son débat intérieur, son débat avec son pays, son débat avec son entourage, il l'élève sur le plan international. Alors ça, c'est d'une gravité extrême. Très rarement les chefs d'État se sont permis de tels... sauf les idéologues. Mais Macron ne voulait pas au départ être un idéologue, il voulait être un praticien. Or il devient, en ce moment, si vous l'écoutez, si vous le suivez bien, il devient de plus en plus un idéologue. Et vous le suivez pas à pas. J'ai eu l'occasion de vous en parler, je crois, l'année dernière, exactement à la même époque. Vous prenez la succession de ces discours, c'est stupéfiant. Ce clivage qu'il crée entre progressistes et conservateurs, il l'élève sur le plan international en le transformant en une opposition absolue, radicale, totalitaire entre le progressisme, lui, et lui de plus en plus seul, et les nationalistes qui deviennent majoritaires dans le monde. Et il en fait son affaire personnelle. Son affaire personnelle parce que c'est sa manière de rester, de gagner sur le plan intérieur, de récupérer en quelque sorte un électorat. Il est là, il est lui aussi, comme tous les chefs d'État démocratiques, en attente de la prochaine élection, de savoir dans quel État il sera après l'élection. Les prochaines élections, c'est les élections précisément européennes, au mois de mai 2019, c'est-à-dire c'est tout de suite, c'est dans 6 mois. Et il est là, et il établit sa stratégie, mais sa stratégie est une stratégie forcée. Il ne contrôle plus sa stratégie s'impose à lui en raison de la manière dont il est entré dans le débat politique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il est dans une sorte de mécanique personnelle qui fait qu'il ne voit plus. Et je pense que son entourage s'en rend compte. La raison de départ, c'est qu'il n'y a plus moyen de converser avec Emmanuel Macron. Je ne suis même pas sûr que Brigitte soit capable de pouvoir converser avec Macron. Il est là, il s'ancre dans son affaire de plus en plus profondément, sans se rendre compte que c'est une vase dans laquelle il va s'enfoncer. Et donc, nous avons étudié, vous l'avez lu dans Petit Magazine, puis pour ceux qui sont venus ici m'écouter l'année dernière, j'avais fait une étude très, je crois, assez approfondie de ses premiers discours, notamment cet incroyable accent de prophétie sur la Pnyx, en face du Parthénon, où, se servant du modèle grec, il avait prétendu imposer progressivement son idée européenne. Et alors là, c'était plus spécifiquement pour l'Europe. Donc la Grèce était la mère de l'Europe, et lui, il venait parler sur la Pnyx, à l'image des anciens Grecs, et il allait proposer le nouveau contrat social européen. Et ensuite son discours à la Sorbonne, qui était un discours de professeur, sur la Pnyx c'était plutôt un ton prophétique, à la Sorbonne, et il avançait pas à pas, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était extrêmement intéressant de voir les propositions qu'il faisait, qui se donnaient des allures extrêmement techniques. L'Europe devenait nécessaire dans tous les domaines.
mais quand vous regardiez de près ce qu'il proposait, c'était toujours des questions purement techniques où, de fait, l'approche européenne pourrait éventuellement se concevoir, que ce soit le numérique, que ce soit, que sais-je, tous ces programmes, ou les programmes universitaires, bon, Erasmus, qu'il voulait absolument développer en pensant que c'était la formule d'avenir et qu'il fallait que le petit français devienne une sorte de petit allemand et que le petit allemand devienne un petit français. Mais choses qui sont impossibles. Il y en a quelques-uns qui deviennent de vrais internationalistes. Mais vous savez, la plupart des Français restent français et la très grande majorité des Allemands restent allemands. Il n'y a aucune raison qu'un Allemand de Poméranie se sente proche d'un Crétois. S'il va en Crète, c'est uniquement pour le tourisme et c'est pour éventuellement mettre la main sur la Crète. Mais pas, il n'y a pas de notion de nation comme il peut exister entre un homme du Nord et puis un homme du Midi en France qui finalement accepte d'avoir des trucs un peu absurdes, mais enfin des équivalences, qui fait des compensations, qui permet de faire vivre l'ensemble. Et donc ça c'était en Sorbonne. Et puis il y a eu une autre étape qui, à mon avis, est extrêmement importante dans son évolution intellectuelle. Alors ces discours sont préparés par des plumes, on les connaît, mais en réalité c'est bien lui. En tous les cas, tous ces discours, là, c'est bien lui. Il les reprend à son compte et il y met sa touche personnelle. Et il y tient, parce qu'en plus de ça, il a une petite prétention littéraire qui, à mon avis, est un peu abusive. Mais enfin, bon, soit. Et son troisième discours, c'était le discours de Davos. Et là, il y avait un développement des considérations générales, parce qu'il est toujours dans la considération générale, même quand il fait, que je vous parlais tout à l'heure de ses propositions techniques, ces propositions techniques, même quand elles sont présentées de manière technique, elles sont en réalité très générales. Et à aucun moment, on ne voit comment pratiquement ça pourrait être concrétisé. Et là, à Davos, devant ce public choisi de Davos, et on comprend très très bien le pourquoi et le comment de son discours, il est venu s'expliquer. Et il a expliqué qu'il avait vaincu le nationalisme. Il a commencé à employer ce mot à Davos. J'ai vaincu le nationalisme, en la personne de Marine Le Pen. Alors c'était non dit, je crois qu'il l'a cité une seule fois, non même pas, il ne l'a pas cité. Et c'était le mal absolu. Et lui, il venait s'expliquer devant des gens qui devaient comprendre ce qu'il avait réussi comme opération et qui devaient l'aider à poursuivre le même genre d'opération pour la suite. C'est-à-dire qu'il était le gardien de ceux qui étaient partisans du progrès, qui était évidemment le progrès économique, le progrès financier, le progrès sociétal, et que lui, il avait une dynamique, qu'il avait déjà vaincu l'hydre, et qu'il s'apprêtait à vaincre les autres obstacles avec la même pugnacité et la même intelligence qu'il avait manifestée. Et c'est là qu'il a présenté pour la première fois, vraiment, cette espèce d'opposition, cette dialectique, on va dire, cette dialectique qui n'était plus une dialectique de la fermeture et de l'ouverture, mais qui était la dialectique du nationalisme et du progressisme, qu'il n'osait qualifier d'internationalisme, mais il n'hésitait pas à parler de globalisation et de mondialisation nécessaire, inéluctable, et qu'il fallait absolument gérer. Et c'est alors qu'il a présenté son œuvre en 3 étapes. Il a expliqué, j'ai réussi la première étape pour rénover le contrat social français. Il a rénové le contrat social français. On en voit les effets aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ce n'était que secondaire et ce n'était pas très important. C'était un champ de bataille mineur. Et il disait, la prochaine étape, c'est l'Europe. Et il y croyait encore. Il était persuadé que Merkel le suivrait. Il était persuadé que l'Italie, qui n'était pas encore passée entre les mains de Conte, de Salvini et de Di Maio, que l'Italie suivrait. Il était persuadé qu'il allait réussir à créer cette même dialectique au niveau européen.
Et déjà, il pensait aux élections européennes en se disant « je vais gagner les élections européennes sur cette dialectique ». Et quand j'aurai gagné les élections européennes, que j'aurai créé, que le parti LAREM, La République En Marche, sera devenu, aura son équivalent sur le plan européen, et que j'aurai réussi mon opération qui consiste à transférer la souveraineté française au niveau européen, parce qu'il ne croit plus à la souveraineté française, et que quand il parle de souveraineté, c'est toujours pour lui accoler l'adjectif d'européen. Et donc, c'est ce qu'il appelle le second contrat social, qui est le contrat européen qu'il se proposait de refaire, et en faisant comprendre aux Européens qu'il écoutait, et aux autres membres du monde, qu'il fallait qu'ils soient un peu intelligents pour comprendre que dans tous les pays du monde, il y aurait forcément des conservatismes, et que ces conservatismes se traduiraient naturellement par des nationalismes. Et qu'il fallait être intelligent pour pouvoir le désamorcer. Et le désamorcer, il fallait être capable d'expliquer, vous savez, c'est cette fameuse pédagogie. Nous allons être pédagogues pour expliquer aux petits qu'ils doivent laisser faire les grands, c'est-à-dire ceux qui dirigent et ceux qui veulent le bien qui veulent leur bien pour eux. Et il l'a dit, c'était en toutes lettres, dans des termes d'ailleurs absolument sidérants. Et il a ajouté une troisième chose, il a dit mais ça ce n'est rien, parce que une fois qu'on aura fait l'Europe, sous-entendu dont je serai le président, parce que c'était ça ce qu'il avait dans l'idée, une fois qu'on aura fait l'Europe, que j'aurai réussi sur le plan européen ce que j'ai réussi sur le plan national, ramasser la mise au profit du progressisme, eh bien, il faudra se situer au plan mondial parce que l'aboutissement de ce projet ne peut être que global. Et de toute façon, l'économie du monde et les interactions, vous connaissez le baratin par cœur, les interactions des uns et des autres, de tous les pays du monde, font qu'on ne peut résoudre aucun problème dans le monde, que ce soit les migrations, que ce soit les chocs financiers, que ce soit les problèmes du climat, parce que c'est très important dans son esprit. Tous ces problèmes ne peuvent être résolus qu'au niveau mondial. Et il a parlé de contrat mondial, il a employé cette expression stupéfiante en se proposant de l'offrir au monde. Lui, en tant que tel, lui, Macron, allait offrir au monde un contrat mondial dans lequel tout le monde se sentirait partenaire, mais évidemment, là aussi, il fallait une certaine intelligence pour comprendre cela. Lui était capable de résoudre tous les problèmes du monde, y compris le réchauffement climatique, que sais-je, tout, le numérique, les interconnexions, les problèmes de la paix, de la guerre, etc. Tout serait résolu sur le plan mondial, d'une souveraineté mondiale. Alors, il n'a pas employé le mot encore souveraineté pour le monde, il l'a employé pour l'Europe, en disant que c'était la seule souveraineté, qu'il n'y avait plus de souveraineté française. Donc on crée la souveraineté européenne. Je ne sais pas si vous remarquez dans ces discours, notamment aux militaires, on va créer la souveraineté européenne. Il n'y a pas d'armée européenne, mais on va créer une souveraineté européenne pour créer dans la suite, dans la conséquence, une armée européenne. Et là, il a encore expliqué à la fin, de manière un peu kantienne. Il a fait le philosophe, puisqu'il se présente comme un philosophe, un peu poète, ça avait extrêmement peu de poésie, mais il expliquait à tous ces magnats, et puis à tous ces journalistes surtout qui étaient là, qu'il fallait, dans un premier temps, être assez intelligent pour comprendre les réactions qui étaient immanquables, parce que les peuples, il l'a dit en toutes lettres, hein, les peuples ne pouvaient pas accepter qu'à l'occasion de cette mondialisation, les richesses se concentrent sur 1% de l'humanité et que le reste s'appauvrissait. Et il dit, il y a là un vrai problème qu'il va falloir résoudre, mais qu'on va résoudre sur le plan mondial. Mais il va falloir que vous montriez un petit peu d'astuce pour obtenir une certaine répartition qui fasse que l'accord nécessaire au contrat mondial soit accepté, soit acquis auprès des populations qui pour le moment en souffrent. Et alors il a fini par, je ne sais si vous vous souvenez, mais c'était étonnant, donc cette espèce de philosophie
où il expliquait qu'il y a des barrières. Il y a des barrières, alors c'était plus la fermeture, mais c'était des barrières, c'est toujours un peu les mêmes comparaisons. Et les barrières n'existent que dans nos esprits. Il n'y a pas de barrière dans le monde. Il n'y a rien qui distingue l'humanité. Il n'y a de barrière que dans nos cœurs. Il s'est mis à parler, je vais dire comme un pape. Je ne dis pas comme le pape, je dis comme un pape, comme le pape de la démocratie. Il y a des barrières, et ces barrières qui nous empêchent de nous comprendre, elles n'existent en réalité qu'en nous. C'était très très ancien. Nous sommes tenus par de vieux impératifs auxquels il faut substituer les nouveaux impératifs catégoriques que le contrat mondial impose maintenant à tout homme qui comprend quel est le destin de l'humanité. Voilà en gros ce qu'il a dit. Alors c'était très impressionnant. Et alors ça se poursuit. Je vous ai parlé du discours de Davos, mais j'écoute toujours Macron. Je l'ai écouté l'autre jour à l'ONU. Et j'ai écouté Trump. Trump a parlé avant Macron. Macron était parmi pas tout à fait les derniers, mais enfin il venait largement après Trump, ce qui lui a permis de donner l'impression qu'il répondait à Trump. Alors Donald Trump, lui, a fait son discours à l'ONU en expliquant que America First. Il n'a pas changé de discours. Il a expliqué qu'il n'était là que pour les intérêts américains. Que pour les intérêts américains, il a dit comme ça. Que les intérêts américains. Et que depuis qu'il était là, l'Amérique se portait très très bien. Il a donné quelques chiffres. Tout le monde dans l'assistance a éclaté de rire. Trump a pris ça pour une sorte d'approbation. C'était amusant. Il a dit je vois que vous souriez, moi aussi. Je suis en train de tout réussir. Je suis en train de mettre, en restaurant la puissance américaine, je suis en train de faire en sorte que le monde va mieux. Et alors il a déroulé son action internationale avec la Corée du Nord. Et puis, il a expliqué qu'il avait 2 adversaires, 2 ennemis, et qu'il allait les écrabouiller, parce que c'était la seule façon de faire. Et que c'était une question de dignité même pour l'Amérique. Alors le premier des adversaires, c'était l'Iran, bien sûr, et que donc il n'était pas question de revenir sur les sanctions, qu'il n'était pas question de revenir dans le fameux traité concernant l'Iran d'il y a 3 ans, et qu'il y avait que la politique des sanctions qui marcherait, et que l'Iran serait réduit à couillat, et que ce qu'il espérait même, c'était que ça aboutisse à une transformation du régime iranien. Donc l'Amérique qui continue exactement comme elle était, parce qu'on dit Donald Trump tranche, mais non, si vous regardez de près, Donald Trump évidemment a des allures de personnage, on va dire, un peu grossier, même tout à fait grossier, mais dans le fond, il dit la même chose que ce que disait Reagan. L'Amérique est la plus forte de toutes les nations, je fais tout pour sauver l'Amérique, et si il faut faire la guerre, je la ferai, et j'écraserai toutes les puissances du mal. C'est clair. Et les puissances du mal, qui les définit dans le monde? C'est l'Amérique, c'est-à-dire moi, qui suis président des Américains, des USA. Donc il a eu ce langage très clair, et puis il a ajouté, l'autre puissance perverse, c'est la Chine. Et il a, à l'ONU, déclaré la guerre à la Chine. Alors il a dit, c'est une guerre commerciale, et puis si ça ne suffit pas, on verra après. Alors il n'a pas spécifié, il n'a pas dit qu'il irait plus loin. Mais pour le moment, il a dit ce sera 500 milliards de taxes sur les produits chinois, parce qu'il n'y a aucune raison que les Chinois, et entre nous soit dit, il a de bonnes raisons de le dire. Nous, si on ferait bien aussi de réfléchir à ces choses-là. Les Chinois nous ont pris toutes nos découvertes, comment appelle-t-on ça, toutes nos innovations. Voilà, toute l'innovation technologique des Américains a été reprise. Puis les Chinois font des produits à bas coût, et nous sommes obligés, et on a nous sommes obligés de suivre, et nous avons désindustrialisé, nous avons ruiné nos propres États. Et bien moi je reconstitue l'industrie américaine, elle pollue, je m'en fiche, de toute façon vos grandes considérations, pour le moment ça n'a rien à voir avec mon souci actuel. Mon souci actuel, c'est de sauver les États-Unis et de lui donner la puissance nécessaire pour l'emporter sur toutes les puissances rivales.
Toutes les puissances rivales. Alors il a clairement désigné, après avoir salué Xi Jinping, parce que vous voyez comment procède Trump, on voit très bien comment procède Trump. Il commence par... il l'a expliqué dans un livre, parce que c'est un homme d'affaires. Voilà. J'effraie le futur partenaire, je le réduis intellectuellement et moralement à couillat, et puis ensuite je traite avec lui, et il pense qu'il a réussi. Je ne suis pas sûr que ce genre de politique réussira indéfiniment. C'est du Trump, ça n'a que la valeur du Trump. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant quand vous l'écoutez avec cette certitude. Et il a toute la gauche américaine contre lui, tous les démocrates. On a essayé de lui chercher des noises avec les influences de Poutine, avec l'affaire Kavanaugh, là, le juge de la Cour suprême. Eh bien, vous avez remarqué, à chaque fois, pof, pof, il avance, il marque ses points, et puis là, il vient de recevoir, de manière privée, en plus, le serment de Kavanaugh, et qui sera donc le suprême. D'ailleurs, entre nous soit dit, les querelles qu'on a fait à Kavanaugh, c'est vraiment... On voit comment les médias sont entre les mains de personnes, de gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est à faire passer leurs idées, et qui ne peuvent pas supporter ce qui est en train de se passer dans le monde, parce que le monde est en train de leur échapper. Et ces gens-là, ils pensent comme Macron. Et alors j'en viens au discours de Macron. Je ne sais si vous l'avez vu, il faut le voir. Le petit Macron, nerveux, et tout à coup investi d'une sorte d'esprit supérieur de l'humanité, je ne dis pas d'esprit saint, mais ça revient presque à ça, et qui se dresse en face du discours de Donald Trump, auquel il répond presque mot pour mot, et en disant, en reprenant, et cette fois-ci de façon extrêmement violente, la dialectique, progrès, nation, progrès, progressisme, nationalisme. Et il a stigmatisé le nationalisme, et en le ramenant, en le réduisant, vous savez, la fameuse réduction ad Hitlerum, c'est-à-dire tout nationalisme est forcément un hitlérien, un nazi caché, un fasciste, et nous avons vécu ça dans les années 30, comme s'il avait vécu ça dans les années 30. Il n'est pas question de revivre ce cauchemar, et moi, je suis l'homme qui va arrêter cette dérive, qui est une dérive qui est en train d'emporter toutes les nations, la première d'entre les nations, l'Amérique, et puis ensuite, derrière elle, toutes les nations. Et là, il s'est révélé comme un personnage isolé, mais ayant avec lui toutes les valeurs, tous les grands principes, tout l'avenir de la démocratie et tout l'avenir du monde. Et je ne laisserai pas passer, et il a dit je ne laisserai pas se développer ce qu'il appelle une lèpre. Et je suis celui qui va se faire le garant de l'ordre international, car il faut maintenir cet ordre international qui ne peut être que multilatéral, c'est-à-dire que tout le monde a part à ce fameux contrat mondial, et il convient de laisser à chacun sa part, étant entendu que, évidemment, c'est lui qui sait ce qu'on doit attribuer à chacun. Je reviens à mon propos. Parce que ce garçon immature est dangereux, et par conséquent dangereux, car il est capable de créer les prémices. Je ne dis pas qu'il va créer la guerre, mais il est capable de créer des prémices de rivalité et de haine idéologique, et qui peuvent avoir des conséquences ensuite considérables, dont il ne sera pas le maître, parce qu'il n'est le maître de rien. Il est de plus en plus isolé. Alors c'est vu au cours des derniers sommets européens. Le sommet du 29 juin a été absolument caractéristique. Merkel était déjà affaiblie, comme vous le savez. Donc Merkel, qui jusqu'à présent tenait les rênes dans les sommets européens, c'était elle qui décidait, c'est elle qui a en particulier décidé de la politique migratoire, comme vous le savez, depuis 2015, qui a entraîné des conséquences considérables et pour elle et pour l'Europe, parce que ça a causé exactement l'effet contraire.
Merkel affaiblie ne pouvait plus diriger ce sommet, donc c'est Macron qui s'est cru l'homme de la situation. Et il n'y avait pas d'accord. Le groupe de Visegrad était à part, le Nord était à part, l'Allemagne elle-même ne participait plus. Quant à l'Italie, elle était déjà passée entre les mains de Di Maio et de Salvini. Alors, que faire? Et il avait tout le monde sous la main. Vous savez ce qu'il a inventé? Il a passé une nuit entière à ça. De façon à trouver un accord, il leur a dit, ben, on va faire un accord sur le volontariat. C'est-à-dire l'Europe que je vous propose, elle sera volontaire, c'est-à-dire que vous ne prendrez de flux migratoires que si vous êtes volontaire pour les recevoir. Alors on a supprimé le mot quota, et on a dit évidemment les gens seront très généreux et on va construire des camps, qui seront des camps de triage, parce qu'on a appelé ça des camps de triage, il faut le faire, des camps de triage, et il y en aura aux frontières des pays, et c'est là qu'on fera le tri pour savoir ceux qu'on prend, ceux qu'on ne prend pas, et ensuite on renverra les autres. Mais évidemment tout ça sur la base du volontariat, si bien que tout le monde a signé, puisqu'on avait supprimé le mot quota, et puis chacun en partant a dit, mais moi, il n'est pas question que je prenne quoi que ce soit. Je n'aurai pas de centre de tri chez moi. Alors les Italiens ont commencé par dire ça, puis ensuite le Hongrois. Quant à l'Autrichien, il a fait savoir que s'il y en avait qui arrivaient chez lui, ben, il retournerait en Allemagne parce que c'était le pays d'où il venait, ou bien il retournerait en Italie parce que c'était le pays d'où il venait. Alors le Salvini a dit, mais dans ces cas-là, moi je vous préviens, je mets des gens sur le Brenner. Enfin, on se retrouvait exactement comme dans les situations d'avant-guerre, mais pour une question de flux migratoire. Et Macron est reparti, étant persuadé qu'il avait résolu le problème. Et il n'a rien résolu du tout, et on a vu, bis repetita, exactement la même chose au fameux sommet de Salzbourg, qui a eu lieu il y a fin septembre, à Salzbourg, où là également, Merkel, très ennuyée, parce que Merkel ne contrôle plus la CDU-CSU. Le groupe parlementaire CDU-CSU du Bundestag a élu le concurrent de l'homme de Merkel. Alors ce concurrent s'appelle, j'ai noté ici son nom, vous savez c'est de l'allemand, alors il s'appelle Bernot, je crois. Et cet homme, évidemment, est plutôt de la tendance de Seehofer, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur, qui est l'ancien président de la CDU-CSU et qui, lui, s'oppose absolument sur tous les points avec Angela Merkel, qui est obligée de passer des compromis à chaque instant dans sa grande coalition entre les propres membres de son parti politique, de la CDU-CSU, et les gens du SPD qui refusent d'entrer, alors qui restent dans la grande coalition, mais tout ça est extrêmement distendu, et on voit bien que l'Allemagne est dans une crise politique majeure dont personne ne sait comment elle finira. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas aux élections? En principe, ils devraient aller aux élections, mais ils n'y vont pas parce que tout le monde sait que le grand vainqueur de l'élection sera l'AfD, comment dit-on en allemand, Advenir für Deutschland, et qui sans forcément gagner la majorité absolue, donc sans pouvoir prétendre à gouverner, gagnerait suffisamment de sièges, ce qui va se passer probablement aux élections bavaroises, pour rendre impossible tout gouvernement de coalition en face. Donc les choses sont en train de changer, et à Salzbourg, c'est encore plus mal passé que ça ne s'est passé au mois de juin, où Macron, virevoltant, faisant la mouche du coche, a réussi à faire semblant d'avoir une unanimité. Mais là, à Salzbourg, on l'a bien vu, il n'y a eu aucune unanimité, aucune décision n'a été prise, ni sur les questions migratoires, ni surtout sur les questions financières, ou les questions relatives à la zone euro. Parce qu'au mois de juin, Macron a poursuivi sa même pensée, c'est-à-dire, voyant bien qu'il n'arrivait pas, sur les questions proprement politiques, à créer une véritable unanimité, il a choisi maintenant de dire on va faire un renforcement de la zone euro, ce qui permettra à l'Allemagne et à la France, le fameux moteur franco-allemand, on se demande s'il existe encore, d'agir et de créer une sorte de synergie qui fera que
la plus grande densité sera là et attirera les autres par le fait même. Eh bien, rien du tout. Les Allemands ont dit non au mois de juin comme au mois de septembre à toutes les velléités de Macron de retrouver ce que Hollande espérait. Et Hollande ne l'espérait que parce que Macron le lui soufflait dans le creux de l'oreille. Il était à l'époque son conseiller économique. C'est-à-dire que l'Allemagne serve de dernier recours financier et bancaire à l'Europe, à la zone euro, et particulièrement à la France, en créant des eurobonds. Alors, comme les eurobonds, ça ne passe pas en Allemagne, parce que les Allemands, ils comprennent bien, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas servir de garantie. Et d'autant plus qu'ils ont eux-mêmes probablement de très grandes difficultés avec leurs propres banques, qui sont gavées d'actifs qui sont en réalité des passifs, comme chacun sait, puisque la grande astuce des financiers consiste à appeler actif ce qui n'est plus que du passif. Et donc là, il y a un énorme problème, parce que Macron espérait au moins l'emporter par sa technique financière. Il était inspecteur des finances, il connaissait les rouages européens, il connaissait très bien le corps de l'inspection des finances, il avait suffisamment de relations dans les milieux financiers et bancaires pour s'imaginer, pour penser qu'il pourrait arriver à créer cette fameuse zone euro avec son budget propre, son ministre propre, son ministre des Finances évidemment, et de cette façon de créer une sorte d'Europe au moins, d'une sorte de mini-Europe sur le plan économique et financier, qui permettrait en plus de ça à la France de respirer. Mais les Allemands comprennent très bien que la situation italienne est vraisemblablement assez tragique. Les banques italiennes se portent peut-être encore plus mal que les banques allemandes, chacun le sait. Et puis le gouvernement italien est bien décidé, quant à lui, à poursuivre sa politique. Salvini, ça ne lui fait absolument pas peur. Au bout du compte, pour le moment, il joue la carte de l'euro, mais quand ça sera plus possible, l'Italie quittera l'euro. Et les Allemands, chers amis, les Allemands, ils sont exactement dans la même situation. C'est-à-dire qu'ils disent, l'euro, ça nous a servi. Ça leur a servi, mais formidablement, puisque l'euro, c'était la monnaie de leur économie, qui leur a permis de faire et de continuer à faire encore aujourd'hui des centaines de milliards de bénéfices commerciaux à l'exportation. Donc une balance commerciale qui leur est extrêmement favorable et qui font alors que la balance commerciale française est toujours déficitaire et de l'ordre entre 60 et 80 milliards, ce qui est quand même considérable. Et on n'arrive pas à se relever, et on n'y arrivera pas à cause précisément de la monnaie qui s'appelle l'euro, qui est une monnaie qui nous flingue. Alors pour revenir à mon propos, pour revenir surtout au propos de Macron, il est en train peut-être de réaliser, mais contrairement à tout ce qu'il a dit dans son discours à la Sorbonne, à Davos, tous les discours qu'il a pu tenir, qu'il était d'abord européen, qu'il fallait faire la construction européenne, qu'il fallait la faire d'abord financière, qu'il fallait la faire économique, qu'il fallait créer des synergies, etc., et qu'on allait recréer le couple franco-allemand, et qu'on allait refaire des blindés ensemble, etc. Pour le moment, il n'y a absolument rien. Tout ça, c'est des projets qui fait parler Madame Parly, mais qui n'aboutissent pas, parce que les Allemands n'en veulent pas, parce qu'ils comprennent très bien que c'est un piège, et quant à eux, s'il faut sortir de l'euro, ils en sortiront très facilement. Ils en sortiront par le haut. L'Italie en sortira par le bas, puis les Allemands en sortiront par le haut. Ils devront réévaluer, ils réévalueront. Nous, on devra dévaluer pour dévaluer. Mais ce qui est terrible, c'est que je suis persuadé que dans les milieux financiers allemands et dans les milieux politiques allemands, on a déjà pensé à cela. C'est-à-dire qu'on prévoit l'avenir. Les Italiens, un Italien, c'est tout sauf un type stupide. C'est ce que croit le Français moyen, enfin c'est ce que croit le Français politicien. Macron méprise Salvini, il a tort. Pour ceux qui connaissent un petit peu et qui fréquentent les Italiens sont des gens extraordinairement astucieux et qu'il ne faut surtout jamais croire, surtout quand ils sont ecclésiastiques. Mais c'est des gens très astucieux. Et eux, ils ont décidé, ils mèneront leur plan jusqu'au bout.
Ils mèneront leur plan jusqu'au bout, avec des risques considérables pour l'Italie, mais ils savent qu'ils vont faire les arlequins, et ben, ils feront les arlequins, et ils joueront la pièce très bien. Ce qu'il y a d'affligeant et ce qu'il y a d'un peu effrayant, si vous voulez, c'est que dans nos milieux dirigeants français, on n'envisage même pas cela. C'est-à-dire que tous les discours, vous écoutez tous les ministres, que ce soit la ministre de la Culture, que ce soit la ministre des Armées, que ce soit le ministre de l'Intérieur, l'ancien colon, etc., il n'y a de solution pour eux, françaises, qu'au niveau européen. Gérard Philippe, tout à fait désigné comme intérimaire au ministère de l'Intérieur, la première chose qu'il fait, il va à Lyon pour rencontrer le groupe des ministres de l'Intérieur européens, où évidemment il n'a rien obtenu, et où il n'obtiendra rien. Donc voilà la situation dans laquelle Macron se trouve enfoncé, et il maintient son discours. Alors un autre aspect, pardonnez-moi, parce qu'on couvre un petit peu la situation, c'est que maintenant il a créé un antagonisme direct avec Salvini. La façon dont il l'a traité est telle que Salvini lui a répliqué. Et donc nous avons maintenant en Europe, cette prétendue Europe qui est en train de se construire, nous avons des rivalités qui sont inexpugnables. Et Macron, de la même façon, le gouvernement français a participé à cette espèce de machination qui a été montée contre Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a tenu un discours mais admirable devant le Parlement de Strasbourg, en expliquant que la Hongrie ne se laisserait jamais faire, que la Hongrie avait montré en 1956 l'exemple de citoyens qui étaient capables de se dresser contre la plus grande puissance militaire du moment, qu'ils avaient fait le sacrifice de leur vie pour la liberté de l'Europe, et qu'on venait lui faire une leçon à lui, au motif que dans sa constitution, il y a un rappel à Jésus-Christ et à la tradition chrétienne de l'Europe, et que par conséquent, comme il l'a dit, les Hongrois seront toujours des chrétiens, il n'est pas question d'avoir chez moi des minorités musulmanes. Et s'il en a, ben, il les garde, mais parce qu'on peut faire autrement, mais elles n'ont pas le statut privilégié. C'est vraiment dramatique. Alors maintenant, on a deux procédures qui sont engagées. Alors il faut voir Juncker, il faut voir Macron, il faut voir Barnier, qui sont là à expliquer les procédures selon l'article 7 des traités de l'Union européenne qui sont engagées contre la Pologne et contre la Hongrie. Mais pour que cette procédure aboutisse, il faut l'unanimité. La Pologne a dit qu'elle ne voterait jamais contre la Hongrie, et la Hongrie a dit qu'elle ne voterait jamais contre la Pologne, et vice-versa. Donc on est dans le discours juridique. Et alors c'est tous les pays de Visegrad. Maintenant c'est l'Autriche avec Sebastian Kurz, qui lui aussi joue un peu le jeu européen, d'autant plus qu'il est le président pour le moment de l'Union européenne, enfin le président du Conseil des chefs d'État. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a des histoires de gros sous par derrière. C'est tout à fait vrai que la Hongrie, exactement comme l'Espagne précédemment, profite de ce qu'on appelle les fonds structurels, et donc ça lui permet de construire des routes, etc. Donc autant qu'on profite des subventions européennes, tant que ça peut servir notre pays, mais ça s'arrête là. Dans leur esprit, ça s'arrête là, et ça n'ira jamais au-delà. Ce que nous disions, nous, je me souviens, il y a 40 ans maintenant, quand j'étais étudiant et qu'on traitait ces questions de l'Europe dans nos universités, et qu'évidemment il fallait absolument faire le discours, parce que dès le départ, il fallait en France faire le devoir européen, pour ne pas dire européiste. Je me souviens d'être allé rue de Bellefeuille pour prendre des informations sur les contingentements et sur toutes ces choses bizarres. Et je me souviens encore de cet admirable homme qui était le chroniqueur financier du journal Aspect de la France, et qui avait son nom de guerre était Finex, et qui s'appelait Mollard, Monsieur Mollard. Et Monsieur Mollard m'expliquait ce qui allait sortir des traités de l'Europe, des traités européens, qui étaient le traité de Rome à l'époque, ce qui allait en sortir comme inéluctablement. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui.
Il l'avait prévu. Et pourquoi? Parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. L'Europe, c'est d'abord une histoire, donc il fallait commencer par l'histoire. Bien sûr qu'il fallait arrêter les guerres intra-européennes qui devenaient des guerres civiles. Bien sûr. Mais il ne fallait pas s'imaginer pour cela qu'on allait construire une Europe économique, financière, et puis transformer les Européens en un seul peuple, comme une nation. Donc on est dans l'erreur totale, et il y a un pays qui s'en est retiré, ben c'est la Grande-Bretagne. Donc le Brexit a contrecarré également les vœux de Macron. Alors je ne sais si vous vous souvenez, il y a encore 6 mois, Macron a fait un discours pour expliquer qu'il n'y avait qu'une seule solution. C'était que les Britanniques votent de nouveau et fassent un nouveau référendum qui annulerait le précédent. C'est-à-dire la même logique que nous avons connue pour les autres pays. Mais Theresa May, qui elle a voté, comment dit-on, Remain, qui a voté pour rester dans l'Union européenne, elle, pas du tout, maintenant qu'elle est le chef du gouvernement de Sa Gracieuse Majesté, elle défend l'honneur britannique. Alors, vous lisez les journaux, Le Monde, Libération, même Le Figaro, c'est désolant, parce qu'il n'y a pas un journaliste qui véritablement comprenne ce que peuvent être maintenant, aujourd'hui, ce que peut être une sensibilité nationale. Theresa May, elle est d'abord britannique, évidemment. Et l'autre jour, à son congrès Tory, elle a été admirable de finesse. Il fallait suivre ça. Alors les journalistes français étaient là, oh, elle va tomber, elle ne peut que tomber. Alors, vous savez ce qu'elle a fait? Elle est entrée sur scène en esquissant des pas de danse pour faire semblant de chavirer. Et en fait, je chavire, mais c'est pour mieux me ressaisir. Et même si c'est plus elle sait très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que M. Barnier, il y a 6 mois, ou il y a encore 1 an, je ne sais pas si vous vous souvenez, Michel Barnier était là, c'était, alors lui, le grand prophète de l'Europe, le mage, le gars qui sait tout, oui, vous voyez, tout à fait, sortis de nos écoles, là, tous, démocrates chrétiens, tous sortis de la démocratie chrétienne. Et alors il était le juge, il a dit aux Britanniques, ça va vous coûter cher. On va vous faire d'abord pampantutu, hein, ça c'est la première chose, ça va vous coûter très cher, et vous allez devoir payer, on va commencer par première facture, 40 milliards. Parce que vous allez payer 40 milliards, je crois même que c'était 45 milliards d'euros, ça sera la facture de départ, mais sans compter tout le reste, et puis on va tout renégocier, on va tout reprendre point par point. Et alors, Theresa May s'est amusée à lui envoyer des gars qui la représentaient, et qui étaient tous plus ou moins, qui étaient des parfaits britanniques, c'est-à-dire je cause, tu peux toujours causer, moi je te laisse faire, et finalement Theresa May obtient ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'on va vers un accord sans accord, c'est-à-dire une sortie sans accord. Et c'est en principe le 20 mars prochain, ou le 29 mars prochain, je ne sais plus, que sera définitivement tranchée cette question si grave du retrait, et bien il n'y aura rien de fait. Et Barnier, il est là comme 2 ronds de flanc. On l'entend plus d'ailleurs. Il fait plus tellement son malin. Il continue à toucher ses 300 000 euros par an sans aucun problème. Et ces gens-là, ça ne pose aucun problème. Évidemment, 300 000 euros sans aucune fiscalité. C'est la condition sine qua non pour être apparenté à l'Europe, pour être un représentant de l'Europe. Mais je ne vois pas, on nous expliquait que la City allait foutre le camp à Paris. Vous vous souvenez, il y avait des articles, le Figaro se réjouissait, on allait accueillir. Alors évidemment, les sociétés anglaises, elles créent évidemment des succursales, ou même elles font semblant de créer des maisons mères dans les différentes places européennes. C'est évident, ils ne sont pas idiots. Les Français traitent les Italiens comme des imbéciles. Les Italiens vont leur faire des coups à leur façon. Et on fait la même chose avec les Britanniques, en pensant que tout Britannique est un imbécile, qui s'est déshonoré parce qu'il est sorti de l'Europe et que c'est pas bien, et que... Mais pas du tout. Les Britanniques, ils vont agir, alors ça va leur coûter certainement un petit peu, ça va leur coûter vraisemblablement, mais il y a déjà un livre qui vient de paraître, que je n'ai pas encore lu, mais qui doit être très intéressant, qui explique que dans 5 ans, l'Angleterre sortira de cette affaire grandie, grossie, et qu'elle va devenir la plateforme offshore de l'Europe et des États-Unis. Donc c'est elle qui va faire, toutes les transactions passeront par la Grande-Bretagne, et qu'ils y gagneront sur tous les plans. Alors, M. Bavrez a expliqué, oui, non, mais pas du tout. En réalité, l'Angleterre va être obligée de faire
du dumping social, ben bien sûr, elle va faire du dumping social, puisqu'elle sera plus tenue par les règles européennes. Donc elle va attirer les activités chez elle. Et puis, elle a dit, mais c'est très grave, parce que du coup, comment va-t-elle résoudre le problème de l'immigration? La Grande-Bretagne a maintenant décidé qu'elle résoudrait le problème de l'immigration, et surtout, elle demande toujours que les accords du Touquet soient respectés, c'est-à-dire que ce soit les Français qui se tapent les colonies de migrants qui se retrouvent autour de Calais, maintenant à la Grande-Sainte, et puis surtout le littoral. Mais c'est pas eux qui gèrent, et ils ne dépensent pas un sou pour ça. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Bref, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je regarde vaguement mes notes, mais dans le cadre de tensions internationales qui s'aggravent incontestablement, parce qu'il ne faut pas se réjouir. Là, le Brésil vient de... Alors, c'est des cris d'orfraie. Vient de voter... faut que je prononce correctement son nom, là. J'arrive pas à me relire. Bolsonaro, c'est ça, voilà, Jair Bolsonaro. 46%. Il ne pensait pas que ce serait ça, c'est 46%. Alors il va probablement gagner au second tour, c'est pas encore forcément dit, parce qu'il va y avoir un tel tapage, et puis ce n'est qu'encore que dans, je crois, le second tour, c'est dans 15 jours ou 3 semaines, donc 3 semaines, donc il peut y avoir des retournements, on va tout faire pour empêcher. Alors évidemment, l'homme est considéré, le capitao, est considéré comme un suppôt d'Hitler, donc un suppôt de Satan, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est la raison de ce vote. La démocratie brésilienne, la République brésilienne est une république corrompue, mais comme toutes les républiques. Comme toutes les républiques. Et toute la classe politicienne a évidemment touché dans le fameux scandale qui touche les installations pétrolières au Brésil. Tout le monde a touché. Pas simplement d'ailleurs les Brésiliens, mais pratiquement toute l'Amérique du Sud. Bon. Mais c'est comme ça que fonctionnent les démocraties. Il faut bien faire vivre les partis. Comment vous croyez que les partis vivent? L'argent. Vous savez ce que c'est. Rien que pour vivre, c'est difficile. Il faut en trouver de l'argent. Ben, eux, avec ce qu'ils font, il leur faut de l'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils essayent de tuer leur adversaire en les privant d'argent. Ce qu'ils ont fait avec Marine Le Pen, ce qui, entre nous soit dit, est totalement dégueulasse. Bon, c'est ce que l'on veut de Marine, mais c'est totalement immoral. Mais vraiment immoral. Parce que ce qu'elle a fait avec ses attachés parlementaires, c'est ce qu'ils ont tous fait. C'est ce qu'a fait Pérou, qui est obligé de partir d'ailleurs du gouvernement à cause de ça. C'est ce qu'ils ont tous fait. C'est ce qui... Bon, alors je reviens à notre affaire. Oui, donc c'est le monde entier qui est en train de basculer. Et alors il n'y a que l'Afrique, et l'Afrique va très mal, parce que, comme l'explique très bien Lugan, l'Afrique ce sont des ethnies, donc c'est des guerres fratricides, et où en plus de ça, maintenant on ajoute la guerre religieuse et le Boko Haram, c'est-à-dire l'horreur absolue. Mais pour le reste du monde, on assiste de façon absolument stupéfiante à un retour des peuples à leur histoire, à leur origine, et avec une volonté de vivre, et donc ils sont heureux. On peut penser ce que l'on veut de Vladimir Poutine, puisque c'est lui aussi, il est devenu le synonyme du mal absolu. Mais Vladimir Poutine, les Russes sont pour Vladimir Poutine. Pourquoi? Parce qu'il redonne la fierté d'être russe. Alors bon, il se passe des choses peut-être par-ci, par-là, bien sûr, comme dans tous ces pays-là, comme c'est toujours fait, toujours fait. Ces messieurs qui jamais ne protestaient quand c'était les communistes qui mettaient les gens au goulag, qui s'en sont aperçus qu'une fois que le mur s'est effondré, maintenant, aujourd'hui, ils voudraient s'en prendre à Poutine au prétexte qu'il y aurait eu deux, trois choses qui ne se sont pas passées normalement. Mais Poutine, il a un pays à qui il veut rendre sa fierté, exactement comme Donald Trump veut rendre sa fierté aux Américains. Et le peuple américain, le petit peuple américain, et c'est ça le populisme, le petit peuple américain, le petit peuple russe, eh bien il est heureux de retrouver une certaine dignité, une certaine fierté, et un chef qui lui dise ben, vous avez raison d'être russe, vous avez raison d'être américain, et moi je ne ferai rien, en tous les cas comme chef d'État, qui aille à l'encontre des intérêts de mon pays. Or Macron il ne tient jamais ce langage. Donc il va faire son remaniement. Mais ce remaniement, il le fait pourquoi? Eh bien,
il est tenu comme tous les autres, il est tenu par les échéances électorales et par ces fameuses élections européennes dont il y a encore un an, il rêvait que ce serait le succès pour lui. Il y a un an, il allait gagner les élections européennes comme il avait gagné les élections françaises et ce serait son schéma à lui qui s'imposerait. Eh bien, il est là aujourd'hui, contraint d'accentuer encore les clivages, les oppositions, les dialectiques, pour essayer d'avoir un véritable parti qui puisse se présenter en force aux élections européennes. Et alors, pour lui, c'est pain béni. Il a en face de lui le seul parti qui peut, pour le moment, subsister avec une certaine crédibilité, c'est le RN. C'est pas la RN, c'est le RN, le Rassemblement National, c'est pas la Restauration Nationale, c'est dommage. C'est le Rassemblement National. Et le Rassemblement National, lui aussi, a tout intérêt à cette dialectique, puisque chacun va évidemment grossir ses effectifs. Ça va être la grande lutte, on va reprendre la grande lutte des présidentielles, et on va la mettre au niveau des européennes. Et je crois que Wauquiez aura du mal à se tailler un espace, surtout s'il y a Pécresse qui lui tire dans le dos, et puis là, quant au Parti Socialiste, c'est terminé, et puis on voit bien que ça se divise à gauche autant qu'à droite. Et ça, c'est le côté vraiment extrêmement intéressant de ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que dans ce renouveau dit populiste, eh ben, les partis politiques ne subsistent pas. Sauf ceux qui s'emparent qui s'emparent du phénomène. Ce qui est le cas du Rassemblement National. Mais ce n'est que purement électoral. Le Rassemblement National, ce n'est malheureusement pas un parti véritablement organisé. Hein, je ne pense pas. Et il n'aura de force qu'en face d'un Macron qui, lui, va chercher à faire de la force en se présentant comme le progressiste, comme le mondialiste, comme celui qui va défendre l'Europe de demain, mais qui est une Europe qui n'existe plus. J'espère que cette fois-ci, les gens du Rassemblement National auront un argumentaire un petit peu plus fort. C'est le moment ou jamais de faire valoir les arguments dits nationalistes. Et alors, cette contradiction, elle va s'accentuer avec les élections qui vont suivre après, les municipales, et puis après la présidentielle, qui va revenir, mais très très vite. Maintenant, c'est même plus 4 ans. Ça s'accélère avec cette imbécilité du quinquennat. Alors, la contradiction extérieure se trouve, comme je viens de vous le dire, maintenant comme une sorte de contradiction interne. Mais Macron est mal pris, parce que dans ce grand combat international, où il est, lui, le progrès, il ne tient plus compte des besoins de la nation. Et maintenant, ce sont les élus locaux qui se dressent contre lui. Vous ne pouvez pas expliquer à Barouin, à Morin, qui ont beau être européistes, parce qu'ils ont appris les mêmes choses que Macron, ils sont tous formés sur les mêmes schémas. Mais eux, ils doivent faire vivre des mairies, ils doivent faire vivre des régions, ils doivent faire vivre des départements. Et Macron, qui avait parlé de pacte girondin dans ses discours, c'est toujours des pacte girondin, donc le pacte girondin, et bien Macron, pris dans cette espèce de contradiction où il se trouve aujourd'hui, qui est internationale, et qui fait qu'il est obligé de rassembler ses forces sur le plan national, ben, il néglige totalement les territoires. Alors les gens s'en aperçoivent. Je vous ai parlé de la taxe d'habitation, mais il n'y a pas que la taxe d'habitation, il y a tout le reste. Or, malheureusement d'ailleurs, je pense que ce n'est pas forcément une bonne chose, mais il se trouve que c'est comme ça. Donc il faut tenir compte de la réalité. Tout ce qui est social a besoin de proximité. Et la proximité est exercée par les mairies, par les départements. Quand vous avez un problème, vous allez trouver monsieur le maire. Tous les maires vous le diront. Mais aujourd'hui, les maires ne peuvent plus répondre, parce qu'ils n'ont pas les budgets suffisants, ils n'ont pas les moyens suffisants, et surtout, ils n'ont pas derrière eux les préfets. Ils n'ont pas l'administration. Et donc les maires démissionnent. Par milliers. C'est par milliers que les maires démissionnent en ce moment. La France aujourd'hui est dirigée par les inspecteurs des finances. C'est-à-dire que là où autrefois il y avait une décentralisation apparente ou réelle, mais enfin quand même une certaine décentralisation, quand les gens ont des misères, le RSA, il est distribué par qui? Le RMI, ou avant, il est distribué par le département. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus proche. Et il y avait un certain nombre, même les questions économiques. Les régions voudraient traiter des questions économiques.
Mais l'État est toujours là. L'État qui, en plus de ça, brade. Vous êtes en train de brader tout, pratiquement tout. Quand monsieur le maire vous explique que l'État va rester quand même avec suffisamment de droits de vote pour empêcher, pour les aéroports de Paris par exemple, ou pour, que sais-je, pour continuer à mener une stratégie d'État, vous pouvez vous dire que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et donc aujourd'hui même, vous aviez une réunion à Lyon, présidée par Larcher, et Larcher, le président du Sénat, qui est un monsieur qui aime bien manger, qui aime bien vivre, qui va chasser à Chambord, qui se prend pour un grand seigneur d'Ancien Régime, et ben Larcher, il est vent debout contre Macron. Et d'autant plus qu'on veut leur faire avaler, dans ce cadre-là, une réforme constitutionnelle qu'ils ont mis de côté en raison de l'affaire Benalla, mais que Macron est bien décidé à reprendre dès le mois de janvier prochain. Et cette réforme constitutionnelle, vous me connaissez mes sentiments républicains. Ce sont des confettis. Je ne pense pas que les institutions de l'an 8 sur lesquelles nous vivons, qui ont été renouvelées par la Constitution de 1958, soient les vraies bonnes institutions qu'il faudrait pour la France. Et il se trouve que la France est habituée à cela. Et vouloir un changement dans ce cadre-là, sans changer un esprit plus fondamental, il y a un risque énorme qu'il est en train de prendre, risque qu'avait pris d'ailleurs le général de Gaulle, mais dans une autre optique. Mais ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire, Macron n'aime pas Larcher, il n'aime pas Barouin, il n'aime pas tous ces gens-là, parce que ce sont des contre-pouvoirs. Et il ne les supporte plus. Et donc son idée, c'est de transformer les députés comme sont ces députés de l'AREM, c'est-à-dire des gens qui viennent de la société civile, mais plus de politiciens professionnels, c'est-à-dire plus de gens qui sont ancrés d'abord dans un village ou dans une ville, qui ensuite deviennent après maire, député maire. Moyennant quoi, tout ça c'est très gentil, mais un député maire, c'était un monsieur qui, quand même, au bout d'un certain temps, même quand c'était une canaille ou quand c'était un homme pas très, il avait une pratique. Il savait ce que c'était que diriger une mairie et il savait ce que c'était que diriger des hommes. Ce qui est le cas de Collomb, par exemple. Pourquoi Collomb fout le camp à Lyon? Parce qu'à Lyon, il est sûr de son affaire. Au ministère de l'Intérieur, il sait très bien qu'avec Macron, ça peut être n'importe quoi. D'autant plus qu'il est probablement très au courant de l'affaire Benalla. Donc il ne veut pas en connaître les suites, car il est obligé de mentir dans cette affaire. Donc Collomb, il part à Lyon. Pourquoi? Parce que Lyon, il connaît, il sait. Alors on peut penser ce que l'on veut de Collomb, mais vient un moment où quand même les politiciens les pires, ils apprennent, ils ont des services, ils ont des gens qui sont dévoués, qui se mettent au service des autres. Donc ça fait marcher la France. C'est ce qu'on appelle les territoires. Et le Sénat est particulièrement concerné, parce que le Sénat, c'est ce qui a été voulu par les royalistes de la Troisième République tout à fait au début. Les royalistes ont cru génial de créer le Sénat. C'était pour eux le grand truc dans les années 1874-1875, c'est-à-dire une chambre haute. Et d'ailleurs, les ducs se sont tous mis sénateurs à vie. Et quand les républicains sont arrivés au pouvoir, ils ont supprimé les sénatoriats à vie très vite. C'est-à-dire que les ducs ont été renvoyés à leur château. mais c'est très amusant de voir l'histoire de notre histoire. C'est comme le septennat. Le septennat, c'est la Troisième République qui l'a inventé. Et pourquoi l'a-t-elle inventé? Parce qu'elle ne voulait pas de Bonaparte. C'est les royalistes de la Troisième République. Et qu'elle attendait le roi. Donc il fallait qu'il y ait une sorte de quasi-roi. Et c'est MacMahon qui a exercé cette fonction jusqu'au moment où les républicains l'ont obligé soit à se soumettre, soit à se démettre. Et il s'est démis, au lieu de faire son coup d'État. Parce qu'un royaliste, malheureusement en France, ne sait pas faire de coup d'État. Surtout quand il est maréchal de France. Il ne sait pas faire. Pas plus que le maréchal Pétain n'a fait de coup d'État, contrairement à ce qu'on a dit. Il a assumé totalement les pouvoirs de la Troisième République, que la Troisième République lui confiait. Et à aucun moment il n'a voulu abuser de son pouvoir. Il voulait transmettre, après la guerre, de nouveau aux hommes politiques les rênes de la France. Et je reviens à mon propos. Donc la réforme constitutionnelle, elle a deux grands axes. Hein. C'est, premièrement,
de pulvériser ce qu'on pourrait appeler les féodalités, c'est-à-dire précisément tous ces petits univers que se sont constitués les hommes politiques dans leur coin, et qui font que ce sont des gens indéboulonnables, dans leur mairie, ou dans leur département, mais ce qui assure une certaine permanence et une certaine régularité des pouvoirs publics. Eh bien, il veut détruire cela. Et réduire par conséquent les mandats, empêcher le cumul des mandats. Bon, la loi est déjà passée, ce qui fait que enfin, pour moi, je ne suis pas pour le cumul des mandats en soi, mais je trouve qu'en réalité, concrètement, ça se révèle une absurdité. Pourquoi? Parce que un type qui a appris comment diriger les hommes dans une mairie, et ben ensuite il fera plutôt un député qui comprend, quand on vote le budget, ce que peut représenter un budget territorial. Forcément. Et du coup, on aura des députés qui seront des zombies, qui seront et c'est le cas des LAREM, c'est-à-dire bien sûr des cadres supérieurs, mais qui seront tous idéologiquement de la même pensée, progressistes, et qui voteront tout ce que l'administration technocratique leur présentera. Et c'est la raison pour laquelle les hommes de la vieille institution, du vieux monde, pour reprendre le langage de Macron, sont vent debout contre cette réforme constitutionnelle, et à mon avis, ils ont raison. Je ne leur donne pas raison totalement sur le fond, puisque vous savez que je ne suis pas républicain. Je pense qu'à la France, il manque une autorité. Voilà. Une autorité suffisamment libre et indépendante pour être capable de donner aux libertés et aux gens qui exercent leur liberté et aux autorités locales tout l'espace qui leur revient. Et alors c'est un peu terrible parce que du coup, c'est l'État qui va tout assumer. Et y compris, on aurait pu espérer à un moment que l'éducation nationale avec Blanquer pourrait se redresser, mais pas du tout, vous allez voir. Vous allez voir, Julliard va apparaître là. Celui qui a fait son coming out là, celui qu'Hidalgo a viré. Et s'il va à l'éducation nationale, mais c'est une catastrophe parce que ça sera le gars qui va venir et qui va imposer toutes les rêveries au niveau national. Alors qu'on aurait pu espérer une véritable décentralisation. Quand nous étions jeunes, nous passions des bacs qui étaient par académie. Et quand on ne réussissait pas à Paris, on allait à Poitiers. C'était comme ça. Mais c'était très bien. C'était une espèce d'univers que l'on veut nous créer totalement au nom de l'égalité. C'est impossible. Donc voilà la réforme constitutionnelle. Dans ce qu'elle a de grave, c'est qu'elle va être une concentration du pouvoir au sommet, mais sur des gens qui seront de purs techniciens. Et puis, ça va être une réduction de la représentation à tout simplement des hommes liges qui seront chargés de voter toutes les lois. Parce que quand on vous dit initiative des lois aux députés, mais non, tout ça, c'est chacun sait que ce sont toujours des projets de loi qui sont présentés pour la plupart, et quand c'est une proposition, la proposition a été préalablement revue et corrigée par les fonctionnaires. Et puis cette réforme constitutionnelle risque d'être aussi aggravée par le fait que Macron, il y tient beaucoup, voudrait avoir un rapport direct avec la représentation. Et donc, après Sarkozy, qui a obtenu pour le président de la République le droit de s'exprimer devant un congrès rassemblé, eh bien Macron demande maintenant de pouvoir faire même un échange avec le pouvoir législatif. Pendant ce temps-là, l'autorité judiciaire, le pouvoir judiciaire est un volo. On en voit tous les effets tous les jours. Alors, dans ce cadre, j'arrive vers ma fin, mais c'est pour que le tableau soit un petit peu complet. Eh bien, Macron se trouve devant un phénomène qu'il n'a jamais examiné à fond parce que ça ne l'intéresse pas, il a toujours été protégé. C'est le phénomène de l'immigration. Je vous en parlais tout à l'heure au début. Bon, il suffit de prendre le métro le matin pour comprendre ce qui se passe. Et l'immigration, elle est maintenant devenue telle que je pense qu'en réalité, tous les chiffres qui sont donnés sont faux.
tous les chiffres qui sont donnés sont faux. En tous les cas, pour tout ce qui concerne les métropoles. Et Colomb a eu le courage de dire, au moment où il partait, et il fallait qu'il ait ce courage, mais au moment où il part, de dire, pour le moment, nous vivons côte à côte, et demain, ce sera face à face. Et il a parlé des quartiers qui étaient complètement perdus. Mais tout le monde le sait. À Marseille, partout, à Marseille, à Paris, à Lyon. Et évidemment, on se tait. Or, dans ce cadre-là, et je pense, avec plus ou moins l'aval de Macron, paraît, depuis déjà maintenant 3 ans, un des rapports de l'Institut Montaigne. Et vous avez un dernier rapport de l'Institut Montaigne, que j'ai feuilleté tout à fait récemment, puisqu'il vient de paraître en septembre dernier, énorme volume de 300 pages, toujours pondu par derrière, il y a des équipes évidemment, par El Karoui, qui parle de l'islam et de l'islamisme. Et alors l'idée qui pointe, elle est de nouveau dans la conclusion de ce rapport, elle faisait l'objet d'un chapitre dans le rapport de 2016, d'un chapitre entier, c'est qu'il va falloir... il dénonce très bien, il montre très bien que l'islam, l'islamisme, le salafisme, le frérisme, enfin tout est très bien, c'est pas la peine que je vous refasse la synthèse, c'est très bien expliqué, les chiffres sont donnés, les pourcentages, le nombre de mosquées salafistes qui s'élève maintenant à plusieurs centaines, il y en a 600 en France, à peu près répertoriés. Entendons-nous bien, salafiste, ça veut dire que c'est totalement incontrôlable. Ça veut dire qu'il ne s'y tient que des discours de haine. Les autres mosquées, elles sont censées être correctes parce que le ton est un petit peu plus doux. Et alors, quelle est l'idée? L'idée, c'est de passer un concordat. Alors, vous imaginez cette République, cette 5e République, qui a rompu le concordat avec l'Église catholique, qui était certainement pas un très bon concordat, mais qui était quand même un concordat, qui succédait au concordat de Bologne, et qui était le concordat de 1804 que Bonaparte avait voulu, pour apaiser la question religieuse en France. En France, il y avait ce concordat, de telle sorte que même après le concordat, il est resté en France, surtout avec la volonté des catholiques quand même de résister, encore que l'Église leur ait donné, les autorités ecclésiales leur aient donné comme consigne de se rallier, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de véritable conflit, sinon d'apparence. Quand même, d'après un livre là, qui vient de paraître extrêmement intéressant sur comment nous sommes devenus, comment la France est-elle passée après le christianisme, d'une nation qui était fondamentalement catholique. En 1950, 99% des Français se déclaraient officiellement catholiques. C'est pas ça qu'ils pratiquaient. Moi, je me souviens, quand j'étais commissaire de la marine, on enregistrait encore la religion. Donc les matelots venaient, et puis je les enregistrais, et on demandait la religion. Alors il y avait toujours un juif, deux protestants, puis les autres, ils venaient, ils disaient tous catholiques. Bon, ils n'assistaient pas à la messe, mais ils étaient tous catholiques. Puis quand il y en avait un qui disait, ah ben moi je sais pas, je lui disais, bon, t'as été baptisé. Ah ben oui, j'étais baptisé. Bon, si tu as été baptisé, t'es donc catholique, t'es sur les registres de l'Église catholique. Voilà, pas fini. Vous aviez quand même, en gros, dans les années 50, 60, 45% de la population qui pratiquait. Dans certains pays, l'ouest de la France en particulier, ou bien l'est, c'était à 100%. Et vous aviez le renouvellement des ecclésiastiques qui se faisait tout à fait naturellement. Il n'y avait pas besoin d'y réfléchir, il n'y avait pas besoin de faire des grandes affiches pour expliquer tu vas te faire prêtre, etc. Ça se faisait tout naturellement. Et maintenant, nous sommes tombés à 45% de Français qui se déclarent catholiques. Et nous sommes tombés à 2% de pratiques. Ce sont les chiffres les plus certains. Et encore, ces 2% de pratiques sont dans les lieux privilégiés où j'imagine que vous êtes, mesdames, messieurs. C'est-à-dire là où il y a des bons prêtres, je ne dis pas forcément sociologiquement, mais là où on trouve encore du clergé. Et un clergé plutôt sympathique. Et donc cette République a rompu avec l'Église et l'a réduite à cet état, comment dire, presque d'anéantissement. Bon, c'était voulu. Et ça reste quand même l'ennemi premier,
la laïcité est d'abord tournée contre ce qui pourrait ressurgir de l'Église catholique. Eh bien, ils vont faire un compte, ils proposent, et cette idée qui est déjà jetée une fois, deux fois, va revenir, vous pouvez en être sûr, un concordat avec l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il vaut mieux avoir affaire à des autorités qu'on connaît, et ça sera évidemment des autorités que nous aurons reconnues. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qui avait été déjà programmé sous Hollande il y a 3 ans, lorsque Chevènement avait été promu en quelque sorte l'homme qui allait s'occuper de cette question grave, et notamment qu'il allait présider une fondation qui permettrait aux musulmans d'avoir de l'argent, de rassembler de l'argent, soit venant des musulmans, soit venant de toutes sources, en particulier le commerce halal. Et comme tout le monde vit du commerce halal, puisque nous sommes tous condamnés à être halal, donc il y aurait une taxe, et cette taxe évidemment abonderait cette fondation. Et cette fondation permettrait de payer, vous vous rendez compte, de payer les imams, et de payer les formations. Alors on a déjà organisé, comme l'Église est très généreuse, vous savez que les imams sont formés en particulier à l'Institut catholique de Paris. On leur apprend à être de bons imams. Et non mais cette société voudrait se tuer elle-même, elle ne s'y prendrait pas autrement. C'est littéral. Et puis vous ne pouvez rien dire. Vous ne pouvez rien dire. Et donc je vous le signale, dans le dernier rapport de l'Institut Montaigne, est fait encore cette proposition et qui va dans le détail. C'est-à-dire, donc les imams seraient formés, seraient payés, et de façon à éviter que l'argent vienne, parce qu'on s'en aperçoit maintenant, que l'argent vienne d'Arabie Saoudite, vienne du Qatar, vienne du Maroc, vienne d'Algérie, et en plus, dit El-Karoui, ça éviterait les rivalités, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire du monde musulman français une globalité. Pour le moment, ils se disputent entre eux, figurez-vous, parce qu'on a créé des élections chez eux, donc tout ce qui est électoral aboutit à la confusion. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'heure actuelle, vous avez les réseaux algériens, vous avez les réseaux marocains, vous avez les réseaux turcs, vous avez les réseaux saoudiens, et puis tout ça va demander de l'argent, évidemment, à leur religion d'origine, à leur commandeur des croyants, ou à leur califat. Et on est en train de commettre cette folie de vouloir uniformiser le monde musulman français, et donc en les incitant à être bien musulmans. C'est-à-dire, très heureusement, vous avez à l'heure actuelle les 3/4 des musulmans qui, à force de vivre dans cette société française déchristianisée, en viennent peu à peu eux-mêmes à oublier leur islam. Je dis heureusement, c'est pas forcément heureusement, d'ailleurs, tout ça est aberrant, on est dans une société idiote. Mais il n'est pas absolument sûr que tous les musulmans veuillent revenir à la burqa, veulent revenir au halal, etc. Pas du tout, mais pas du tout. Je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre eux, comme en Algérie, qui pensaient qu'à une chose, c'était progressivement, à s'assimiler, sinon à s'intégrer. Et on va créer ce monde musulman qui sera bien spécifié, qui aura sa structure, qui sera financé, et qui aura son accord avec l'État, et qui aura donc par conséquent le label de l'État français, de la République française, qui elle ne reconnaît pas l'Église catholique, qui est pourtant celle qui a historiquement façonné la France. Et dans le même temps qu'on va créer cela, on va faire les lois sociétales, et sur la PMA, et puis la GPA suivra, comme vous le savez. À ce sujet-là, je voudrais dire un petit mot sur la plaquette des évêques que j'ai lue. Alors, elle est bien, parce qu'au moins, tous l'ont signée. Bon, c'est déjà une première chose. Et ils sont tous contre. Bon, quand même. Mais c'est Dornelas qui fait la présentation. Et qui c'est, Dornelas? C'est l'archevêque de Rennes, après avoir été évêque auxiliaire de Paris. Et Dornelas, pendant des années, il a fait croire qu'il allait au CCNE, là, le Comité consultatif national d'éthique, qu'il allait faire progressivement triompher la morale. Et or, il a tellement cédé du terrain que finalement, il a été obligé un jour quand même de dire non, et finalement, il a été mis dehors. Mais c'est quand même lui qui continue. Alors, pourquoi les évêques parlent-ils? Vous écoutez Dornelas, il parle parce que il y a un dialogue.
Et donc il faut participer au dialogue de façon à ce qu'il sorte une solution. Alors une solution qui viendra de la confrontation des avis, c'est-à-dire qu'il donne un avis, et qui sera une solution nouvelle. C'est l'expression d'Ornelas, comme s'il était possible, en ces matières de morale, d'obtenir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire en ce qui concerne par exemple l'avortement, qu'il soit permis de tuer. Bon, entre autres. Mais bon, il n'y a pas que l'avortement, il y a la GP. Et donc, si vous voulez, c'est très fâcheux, parce qu'après, ils développent une argumentation où ils essayent, au nom de la dignité de la personne humaine sur laquelle ils s'appuient, et alors en cherchant comme fondement essentiellement des fondements juridiques, tirés soit du Conseil d'État, soit de l'avis du CCNE, soit des avis du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme, ils essayent de faire un argumentaire qui soit acceptable. Et sauf une fois au début, il est question de la révélation chrétienne, et encore sous mode mineur. Donc c'est argument contre argument. Et c'est désolant. Parce qu'on attend des évêques autre chose. Cette plaquette, elle n'est pas si mauvaise que cela. Mais l'esprit en est faux. Ou plus exactement, elle aurait dû être écrite, comme le dit Rolou Jacques dans le prochain numéro Politique Magazine, elle aurait dû être écrite par des professeurs de droit, des juristes, des canonistes, des universitaires catholiques. C'est-à-dire comme un ensemble d'arguments d'ordre naturel qui permettent de repousser cette folie que va être la PMA et cette folie encore plus grande que va être la GPA. Eh bien, c'est dans cet univers, et c'est incroyable, on va reconnaître le monde musulman. C'est-à-dire que par le fait même, le monde musulman, vous savez comment il se définit? Il se définit par rapport au Coran. C'est ceux qui croient au Coran. Le Coran, c'est une doctrine absolue. Absolue. C'est-à-dire que la République va reconnaître l'autorité de Mahomet et par conséquent d'Allah sur un ensemble de populations qui relèvent en principe de la juridiction française. Et dans le même temps, les évêques sont là à discutailler avec les théoriciens de la République qui vont venir, les juristes, pour expliquer, ah non mais juridiquement, une personne humaine, voilà, c'est hallucinant, une personne humaine. Et puis, il y a quelque chose d'un peu absurde, je crois que c'est Tanouane qui dit ça quelque part, et je crois qu'il a profondément raison. À force d'exalter la personne humaine, ils exaltent, ce qui est tout à fait légitime dans le cadre de nos évêques, ils exaltent l'acte de procréation, mais du coup l'acte de procréation devient un acte si sublime qu'on se demande pourquoi. Ben pour y arriver, il faudra être infiniment plus saint que quand vous cherchez à avoir la communion eucharistique. C'est en dehors du réel. Je ne sais pas si je le bien, mais c'est exactement ça. À force d'ériger, mais non, mais comme disait Maurras, monsieur et madame un jour font l'amour, et puis ensuite il y a un enfant, voilà, pour le final, mais ils ne se posent pas des questions, on ne fait pas de la métaphysique. C'est absurde, absurde. Et vous me permettez d'avoir fait cette petite digression pour finir, et pour finir, eh bien, quand même, j'évoque un peu le pape François, puisque vous avez lu probablement mon article, et quelques-uns d'entre vous ont peut-être jugé sévère sur ce qui s'est passé dans l'Église catholique. Je crois avoir mis le doigt sur une chose qui n'a peut-être pas été suffisamment dite, à savoir que les déviations morales viennent toujours, les dérives morales, comme on dit, viennent toujours d'une déviation de la foi. Ça ne veut pas dire pour ça que ça explique tout. Mais quand un catholique commet des fautes, le catholique, quand il reste catholique, il a toujours la possibilité de s'amender. Il peut retomber, mais il s'amende. On reste dans la foi catholique. Le problème, c'est que la foi a traversé une crise telle au cours des années 50 et puis jusqu'à aujourd'hui, que de fait, en particulier les pauvres ecclésiastiques livrés à eux-mêmes, parce qu'il n'y a rien de pire que les ecclésiastiques livrés à eux-mêmes, il n'y en a pas dans l'assistance, mais mon expérience, je vous la donne, je vous la livre. Ça ne veut pas dire pour ça que je n'ai pas d'admiration pour ceux d'entre eux qui ont fait leur sacrifice de leur vie pour Jésus-Christ. Mais il faut bien se rendre compte. On les a livrés dans un monde mauvais, avec l'idée que la foi allait changer, et si la foi change, ben les mœurs changent. Et le pape François a donné l'impression, il a plus que donné l'impression,
Moi, je ne vous cache pas, je vous dis, puisque ce soir on parle très librement, j'ai été scandalisé par les rencontres de la famille chrétienne en Irlande. C'était la 9e journée internationale de la famille chrétienne, c'était pour célébrer la sainteté du mariage et de la famille. Eh bien, le pape y est allé. Il a été accompagné uniquement de cardinaux et d'évêques qui étaient eux-mêmes compromis dans des affaires à tort ou à raison, peu importe. Mais quand même, il y a tenu, en particulier celui du Honduras, qui se trouve maintenant en difficulté avec ses séminaristes, qui lui reprochent un certain nombre de choses très précises, et il l'a voulu. Parce que ce sont des cardinaux et des évêques qui font partie de son entourage, et avec qui il copine. Pour dire les choses, il a créé son propre gouvernement à Sainte-Marthe. Et donc alors, il a commencé la journée par demander pardon à une Irlande qui est archi blessée, comme vous le savez. Il n'y a pas que l'Irlande, l'Allemagne, le Chili, tout y passe. Et demain, ça sera la France. Pour le moment, pour la France, c'est minima, mais tout peut arriver du jour au lendemain. Parce que la crise a été générale. Et elle a toujours les mêmes principes pour origine. Et donc après avoir fait cela, et après avoir écrit une lettre au peuple de Dieu dans laquelle il essaie de demander pardon, parce que je dis bien il essaie de demander pardon, il demande pardon pour les abus d'autorité, donc du cléricalisme. Il ne revient pas sur le péché propre dont il est question. Et alors il a fallu qu'il demande, c'est lui qui l'a demandé, que soient organisés 2 ateliers, un premier atelier dirigé par le cardinal du Honduras, là, je ne me souviens plus de son nom, un nom un peu difficile à prononcer, sur l'accueil des divorcés remariés dans le cadre de l'Amoris Laetitia, c'est-à-dire vraiment il tient à son truc, pour une rencontre des familles. Il aurait pu s'abstenir de cette espèce de difficulté qui est dans l'Église à l'heure actuelle. Et puis surtout, pire, un autre atelier dont je vous donne le titre exact tel qu'il était rédigé, l'accueil dans nos paroisses des LGBT et de leurs familles. Et de leurs familles. Il faut le faire, des familles LGBT. Et ça, dirigé par James Martin, un de ses copains, jésuite, directeur de la revue America, et qui est lui-même un LGBT officiel. Alors, permettez-moi de penser que Monseigneur Vigano a eu raison d'écrire sa lettre. Ensuite, on peut discuter pour savoir s'il a le droit de demander la démission du pape. De toute façon, c'était une manière pour lui de poser le problème dans toute sa dureté. Et alors aujourd'hui, le cardinal Ouellet écrit à Vigano, parce qu'il le connaît très bien, il le tutoie, et le cardinal Ouellet ne dit pas que Vigano a tort. C'est-à-dire qu'on commence à percevoir que peut-être tout ce que dénoncent, à savoir les réseaux homosexuels qui dominent dans la haute église, ben ça existe. C'est vrai. Et donc, Ouellet, tout en disant à Vigano, c'est pas bien ce que tu as fait, tu n'as pas le droit de trahir ton pape, etc., etc., il dit, mais je comprends qu'il est difficile d'admettre que dans les plus hautes autorités de l'Église, et au moment même où on va, dans un conclave, voter pour le prochain pape, on ait droit à des réseaux d'influence. Ça va très loin. Je sais pas si... Voilà. Ça va très loin. Et il en est de même dans le cadre, à l'heure actuelle, des schémas ecclésiastiques. Il y en a un qui le dit, sans le dire, c'est le cardinal Sarah qui a parlé l'autre jour à Senlis sur tous ces sujets et en mettant en cause la responsabilité des ecclésiastiques. Si nous avions une autorité ecclésiale, une forte autorité. Bon, des questions? Alors vous trouverez tout à l'heure, vous trouverez d'abord de quoi vous rafraîchir, parce qu'il fait un peu encore chaud aujourd'hui, et puis évidemment de la littérature, un Politique Magazine, et comme vous l'a dit tout à l'heure Jean Viançon-Comté, il faut que nous ayons des abonnés. Si certains d'entre vous ne sont pas abonnés, abonnez-vous, je vous en prie. Vous me direz, mais j'ai pas le temps de dire. Peu importe, au moins vous l'avez chez vous, et si ce n'est vous qui le lisez, ça sera un de vos enfants ou quelqu'un qui viendra prendre le whisky avec vous. Donc abonnez-vous à Politique Magazine. Alors, question. Oui, question. Dites.
Non, j'ai rien à dire. Rien à dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, complètement, sur tous les sujets. Je pense qu'il faut conclure à nouveau. Peut-être encore un petit mot. Je crois que c'est le moment ou jamais de faire prospérer ce qu'on va appeler nos convictions. Appelons ça comme ça. Et derrière nos convictions, il y a évidemment un projet religieux, qui n'est pas le nôtre d'ailleurs, parce que nous essayons de nous conformer au projet de Dieu, de Jésus-Christ, et puis, mais un projet pour la France, et puis notre projet politique. Vous voyez, je vous ai parlé de cette... À l'heure actuelle, la République est en train d'exploser, et elle explose chez les hommes politiques eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent plus entre eux. Et c'est le moment, peut-être pour nous, d'avancer ce qui a été quand même le fin fond du combat royaliste, c'est-à-dire la restauration de l'autorité et des libertés. C'est-à-dire que nous sommes les seuls à pouvoir dire, je crois, de manière intelligente, de manière réaliste, que quant au sommet de l'État, nous pourrons disposer d'une autorité indépendante et recevant sa légitimité de l'histoire au lieu de la recevoir tous les 5 ans des élections, il sera possible de réaliser ce que souhaitent les hommes politiques, c'est-à-dire d'avoir véritablement des pouvoirs qu'ils appellent aujourd'hui des contre-pouvoirs. On se demande pourquoi. Oui, bien sûr, en démocratie, il faut des contre-pouvoirs. Mais dans une monarchie, il n'y a pas besoin de contre-pouvoirs. Il y a besoin d'avoir, sous l'autorité monarchique, des pouvoirs qui exercent vraiment, réellement, leur juridiction. Et ça, je crois qu'il n'y a plus que nous. Nous avons écrit une brochure sur le sujet des institutions pour la France il y a quelques années, dans le cadre du Cercle Vauban. Et je crois que ce programme est plus que jamais d'actualité. Sur le plan international, c'est la même chose. Jamais Maurras n'a eu davantage raison dans son pied d'étranger qu'aujourd'hui. Et Macron est en train de faire exactement ce qu'on fait entre les deux guerres, les Briand, les Blum et finalement les Daladier. C'est-à-dire on commence par parler paix, et puis paix en disant que tout le monde est... Et puis un jour vient, c'est la guerre, parce qu'on va faire la guerre au nationalisme. Et on est capable de déclencher, mais n'importe quoi, alors qu'on a désarmé la France. Il y a vraiment une actualité qui est... Et c'est pour ça que Politique Magazine est intéressant. Parce que Politique Magazine, sur tous ces sujets, apporte... Non, mais laissez-moi vous le dire, je viens de relire avec Jean tout à l'heure le dernier que vous allez recevoir la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine. Nous avons un peu de retard parce qu'on attend une ordonnance du tribunal. Mais tout va se faire. Mais c'est très intéressant. Et il y a notamment un dossier sur le rapport, le fameux rapport... pondu par l'Institut Montaigne. Vous ne le saviez pas, cette histoire du rapport de l'Institut Montaigne. Vous le savez, si, depuis longtemps. Mais vous remarquerez que la grande presse en parle très peu. Mais regardez, c'est 300 pages. 300 pages, où tout est exposé du danger actuel. D'où ça vient, pourquoi, etc. Et la solution, créer un monde musulman dont l'autorité française pourra s'assurer qu'elle aura la main mise. Oui. Et le projet de donner des cours d'arabe... Eh ben ça rentre là, c'est dans les propositions, mais c'était déjà dans le rapport d'il y a 3 ans. Et donc Blanquer va oui, on va enfermer les petits musulmans dans les banlieues, on va les enfermer encore davantage dans leurs banlieues, et on va leur dire en plus de ça, l'État est pour vous, et on va vous donner tout ce qu'il faut, les formations, l'État... On prendra tout ça en charge. C'est la partition de la France. Comment? C'est la partition de la France. Ben vous savez, c'est ce qu'a dit Hollande. Hollande, un jour, dans un élan de réalisme, il dit un jour aux journalistes, nous allons vers la partition. Oui. Ils l'organisent, ils vivent dans le moment, ils sont persuadés, ils sont attachés à la prochaine élection. C'est tout. Voilà, une fois que vous avez compris ça, et ils ont leur plan, leur chimère, leur vocabulaire.
Bien, chers amis, bien, écoutez, je vous remercie d'être venus. Et donc, retenez le mardi 13 novembre, et ça sera un sujet sur les conséquences politiques de la paix. Je pense que ça sera très intéressant, et je compte sur votre présence. Merci, et merci encore à Jean. Merci.